Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci bien. Eh bien, on vous écoute tout simplement. Ah oui, tout à vous. Je pense que notre ami Taylor, il a déjà positionné le débat sur comment passer de l'économie du numérique à le numérique au cœur de l'économie. Et donc, avec le MIT Center for Digital Business, il y a 2 ans, on s'est penché sur cette question. Comment les grandes entreprises mondiales, les entreprises qui ne sont pas nées avec le numérique, les entreprises qui ont un patrimoine, une histoire, abordent, se transforment avec le numérique. Et comme un petit schéma vaut toujours mieux qu'un long discours, du coup, je vous propose de regarder une petite vidéo, une petite animation qui va présenter les principaux résultats. Digital is more and more adopted. Le numérique est de plus en plus adopté par un plus grand nombre de sociétés. Pourtant, on ne sait pas vraiment si ça a un impact positif sur la performance et la croissance des entreprises. S'agit-il d'un fait ou d'un mythe? Comment est-ce que les leaders du numérique se comportent par rapport à leur pairs? Le Capgemini et le Centre International ont analysé quelques 400 organisations du monde entier de façon à pouvoir répondre à la question. Quelles sont les pratiques numériques? On a étudié les liens entre la maturité numérique et la performance financière pour déceler des tendances. C'est très important pour pouvoir répondre à cette question. Tout d'abord, la maturité numérique a 2 dimensions. L'intensité numérique, c'est le quoi, la gestion de l'information, le comment, et ces 2 axes permettent d'arriver à différents stades de maturité. Les débutants qui n'ont qu'une capacité numérique minimale, les fashionistas qui eux ont beaucoup d'initiatives très fascinantes, mais peu de gestion et donc peu de valeur ajoutée. Les conservateurs, les digerati qui connaissent vraiment, qui savent comment retirer de la valeur, créer de la valeur avec la science autonomique et qui sont à l'origine de cette vision et qui permettent d'investir dans les nouvelles opportunités. Alors, comment est-ce que la maturité numérique est liée à la performance? Alors, il y a un avantage que l'on peut mesurer pour les entreprises qui ont une approche de la transformation numérique très élaborée. Vous voyez que les digerati l'emportent sur leurs collègues, plus de 24% en termes de rentabilité par rapport à moins 24% pour les débutants, plus 9% en termes d'évaluation du marché par rapport à moins 7% pour les débutants. L'étude montre également que certes, il existe des niveaux de maturité différents d'un secteur à l'autre, il y a quand même des leaders dans chacun d'entre eux qui font beaucoup mieux que leurs pairs. Comment peut-on devenir un digerati? Nos recherches ont identifié des schémas communs correspondant à la façon dont les entreprises misent sur le potentiel. Investissement de 100% sur l'intensité de la gestion de l'information, des pratiques de transformation très fortes en termes de gouvernance, d'engagement et de relations avec les business de l'IT. Ils savent concentrer leurs investissements sur leurs points forts et ils sont au courant de la dynamique de la concurrence. Par exemple, les sociétés, le Burberry, qui est le champion, les entreprises du monde entier, ils sont en train de prendre des initiatives alors qu'on est au début de la transformation. Alors pourquoi attendre? Qu'est-ce que vous attendez? Un grand merci à Expli, qui est une petite start-up du camping qui est juste à côté, pour nous avoir aidé à monter cette vidéo, cette petite animation en quelques jours. Ces 400 grandes entreprises mondiales, elles nous ont passé quelques messages importants, quelques messages qui vont un peu à l'encontre des vérités qu'on a tous en tête sur le digital. Le premier message, c'est que des digital leaders, des entreprises qui ont construit un vrai avantage concurrentiel avec le digital, on en trouve dans toutes les industries. Donc bien évidemment, on en trouve dans les services financiers, on en trouve dans la high-tech, mais on en trouve aussi dans des entreprises beaucoup plus traditionnelles. On en trouve dans le manufacturing, on en trouve dans la pharmacie, on en trouve dans les utilities. Donc des entreprises qui ont un vrai patrimoine, une vraie histoire, et qui néanmoins se transforment avec le numérique. On a trouvé une entreprise qui fait des mines, qui exploite des mines au Chili, qui est devenue un leader du digital en industrialisant tous ses processus opérationnels. L'autre point, c'est qu'on trouve ces digital leaders, on les trouve dans tous les pays du monde. On pensait qu'il y avait un décalage de maturité entre, par exemple, les États-Unis et l'Europe. On n'a pas trouvé de décalage de maturité significatif. Il y a en Europe des digital leaders significatifs, il y a en France des digital leaders significatifs. Le deuxième point, c'est que ces entreprises, ces digital leaders, ils sont significativement plus performants que la moyenne de leur industrie.
26% de profitabilité supplémentaire. C'est un saut de performance significatif quand les débutants, les entreprises qui maîtrisent peu le numérique, sont en moyenne 24% moins profitables que la moyenne de leur industrie. Et ceci, encore une fois, quel que soit le secteur d'activité. La troisième vérité que ces entreprises, ces leaders du numérique ont partagé avec nous, c'est qu'en fait, c'est une transformation qui est une transformation en profondeur. Elle concerne l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Elle va transformer le marketing, elle va surtout transformer l'expérience du consommateur avec l'entreprise, que ce soit dans les points de vente, que ce soit sur le web, que ce soit dans les médias sociaux, que ce soit sur le mobile. Cette expérience de la marque que l'on veut avoir à travers l'ensemble des canaux. Mais aussi, ça transforme les opérations, l'industriel de l'entreprise. Par exemple, aujourd'hui, chez Nike, qu'on a cité, vous pouvez commander votre propre paire de Nike avec vos propres couleurs et elle vous est délivrée en quelques jours. Donc toute une supply chain, toute une industrie qui a été capable de s'adapter. Et puis enfin, c'est une transformation de la façon dont les employés vont travailler. La collaboration entre eux, le partage, l'échange, les promotions des savoir-faire de ces employés sont au cœur du numérique. Et puis pour devenir un digital leader, finalement, il y a des recettes, il y a des bonnes pratiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un ADN digital que ces entreprises ont développé pendant des années. Le premier point, c'est qu'elles ont focalisé leurs investissements. Donc il y a du numérique partout, mais néanmoins, chaque entreprise choisit le thème sur lequel elle veut investir. On l'a évoqué, Burberry, c'est l'expérience du luxe. Nike, c'est l'entreprise sociale. Mon entreprise de mine que j'évoquais tout à l'heure au Chili, c'est les opérations et c'est l'industriel. Donc à chaque fois, ces digital leaders, ils choisissent un angle, ils choisissent de focaliser leurs investissements. Le deuxième point, c'est qu'ils pilotent ces investissements. Ils mettent en place une gouvernance spécifique. Ils vont partager une vision. Le comité de direction va s'engager dans le digital. Ils vont développer des programmes de développement des compétences très significatifs pour former les employés, pour démystifier ce phénomène du numérique, pour qu'ils se l'approprient. Et puis enfin, ils vont aussi toucher leur business model, comment ils font de l'argent, développer de nouveaux produits avec le numérique, développer de nouveaux services avec le numérique, adresser de nouveaux territoires. Et la dernière vérité concernant le digital, c'est que ce numérique, c'est que c'est un phénomène qui est extrêmement long. Ça prend, pour les entreprises qui ont un patrimoine, ces grandes entreprises mondiales, ça prend du temps pour faire cette transformation. Donc toutes ces entreprises, ces digital leaders, ils se sont lancés dans des programmes de transformation qui durent des années, avec au cœur de ces programmes de transformation, et ce sera peut-être ma conclusion, les employés, les hommes et les femmes. On n'est plus sur le numérique à côté de l'entreprise, on est sur le numérique dans l'entreprise, et donc du coup, les employés, les hommes et les femmes sont au cœur du dispositif. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Patrick Ferraris. Alors vous restez bien sûr avec nous parce que cet aspect social, il va justement en être question dans ce premier débat. L'industrie européenne sera-t-elle sauvée par le numérique? C'est donc notre premier grand sujet du jour. Et Marjorie, 4 autres invités vont nous rejoindre après. Oui, Patrick Ferraris reste avec nous, mais on va aussi accueillir quelqu'un qui en général ne manie pas la langue de bois quand il s'agit de parler croissance et numérique. On espère qu'il ne va pas le faire ici quand même. Ce sera Guy Mamoumani, le président du Syntec Numérique, qui nous rejoint pour parler réindustrialisation par le numérique. Bonjour Guy, soyez le bienvenu. Son entreprise numérise les fiches de paye des autres, mais observe-t-il des résistances au changement? Jonathan Benamou, fondateur de Nova Post, va nous apporter son éclairage et sa vision depuis le terrain, justement. Bonjour. Allez, il met en relation les enseignes physiques et des consommateurs dans ces célèbres et très grands centres commerciaux. Mais comment tire-t-il son épingle du jeu face au e-commerce? Réponse à venir avec Christophe Cuvillier, directeur général des opérations d'Unibail-Rodamco. Bonjour Christophe. Et puis la numérisation des centres d'appel a modifié le climat social dans son entreprise. Et cette entreprise, c'est France Télécom Orange. Il veut quand même donner sa chance au numérique, dont la finalité ne doit pas seulement être le gain de productivité. Ce sera le point de vue à la fois d'un salarié et d'un syndicaliste. C'est à venir avec Christian Matorel, délégué CGT, justement à France Télécom. Bonjour Christian. Installez-vous où vous voulez, soyez le bienvenu. Alors, justement, messieurs, quand on écoute ce que Patrick Ferraris vient de nous dire, on se dit que
En même temps, il y a de très bonnes nouvelles dans tout ça, mais toutes les entreprises, et surtout les entreprises européennes, ne sont pas totalement à l'étape de devenir des Monsieur Jourdain du numérique du jour au lendemain. On va faire une autre référence, une référence au rapport gallois, qui est d'une actualité brûlante ici en France. Sur 74 pages, il y a seulement 5 fois le mot numérique qui est mentionné. Alors, Louis Gallois préfère employer une autre expression qui est celle de politique technologique, on va le voir ensuite. Mais est-ce qu'en 2012, quasiment 2013, on est encore à cette étape-là, se demander comment ces deux mondes économiques communiquent entre eux, Guy Mamoumani? Bon, alors d'abord, je voudrais vous dire que depuis ce matin, je bois du petit lait parce que, évidemment, tout ce qui a été dit est absolument formidable. Pour une fois, on est sorti du traditionnel débat sur les infrastructures ainsi qu'Adopi et autres, et on est allé dans le vif du sujet directement, et ça a été mentionné à plusieurs reprises. Le problème, avant tout, aujourd'hui, ce sont les usages, et ça a été prouvé par plusieurs études, et on voit que malheureusement, en France, en particulier, nous sommes en retard sur les usages. Alors ça fait des années que nous le disons, on commence à en parler, j'ai même apprécié la déclaration de notre ministre de l'économie numérique. Vous êtes allé jusque-là quand même. Oui, bien sûr, je trouve que c'est très, très positif. Alors, et puis je reprendrai quand même un terme qu'a employé le président du CESE, M. Delevoye, c'est de dire un homme d'État, ou plutôt un homme politique, c'est quelqu'un qui pense à sa réélection. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la transformation du pays. Et j'espère bien que c'est ce que nous allons voir dans les mois qui viennent. Si je fais une petite remarque sur le rapport gallois que nous avons apprécié, et puis surtout apprécié quand même qu'il y ait une réponse du gouvernement par rapport à ce rapport, ce qui est très positif. En effet, le mot numérique est très peu employé. Je pense que c'est une erreur, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Deuxièmement, s'il y a bien un sujet où l'industrie du numérique pouvait être favorisée par le rapport gallois, et pour une fois, pour moi, j'en étais presque à ouvrir le champagne, on parlait d'allègement de charges jusqu'à 3,5 fois le SMIC, et puis patatras, on est revenu aux bien vieilles méthodes traditionnelles de tous les gouvernements qui se sont succédés. On concentre les allègements de charges sur les faibles salaires, donc évidemment les sociétés du numérique sont à majorité exclues. Un dernier chiffre que je voudrais donner aussi pour finir là-dessus, c'est que nous avons fait une étude au Syntec numérique. Sur les 25 dernières années, la croissance du numérique est 4,5 fois supérieure à celle du PIB. Donc il y a quand même à faire quelque chose là-dessus. Alors Guy Mamoumani, vous dites que vous avez apprécié le rapport gallois, mais quand même, peu de références au numérique dans ce rapport. Comment est-ce qu'on peut expliquer, quand même on est en 2012, qu'on ne fasse quasiment aucun lien, aussi peu de lien aujourd'hui entre le manque de compétitivité des entreprises françaises et le recours au numérique comme levier de croissance? Ce recours, il reste quand même relativement faible. Jonathan Benhamou. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Moi, je pense qu'il y a quand même... Il y a un gros problème dans notre pays vis-à-vis des entrepreneurs, c'est un problème de confiance et de dialogue avec le gouvernement et avec les hommes politiques. Et aujourd'hui, moi, il y a une mesure que je trouvais très bonne dans le rapport gallois, c'est le fait de figer le contrat que l'État passe avec les entrepreneurs. Moi, je vous donne un exemple. J'ai créé ma société il y a 5 ans sur des bases qui étaient celles qui étaient d'usage à l'origine, c'est-à-dire un statut JEI permettant d'avoir X% de réduction de charges pendant cette année. Et il y a 2 ans, on nous a annoncé que finalement, on allait raboter cet avantage fiscal. Alors, ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'on a dû licencier sur une équipe de 40 personnes, 2 personnes, puisque effectivement, on avait fait tout notre business plan à partir de cela. Et en fait, j'aimerais bien faire une analogie. C'est comme si moi, je signais un contrat avec un client par exemple, sur des bulletins de salaire, en lui disant vous allez payer 1 € le bulletin de salaire électronique. Et puis 3 ans après, j'arrive, je lui dis écoutez, ça va pas très bien, vous allez passer à 2 €. Et vous n'avez pas le droit de négocier et vous continuez ce contrat. Voilà. Il y a un problème de confiance aujourd'hui. Et puis il y avait un problème de dialogue. Encore une fois, c'est le problème des pigeons. Ça a été c'est absurde. C'est-à-dire que si en amont, on venait consulter les différents groupes de ce pays et qu'on leur proposait... D'ailleurs, c'était l'objectif du CNN, mais bon, comme le CNN a disparu aujourd'hui, ou du moins s'est transformé... On ne va pas réouvrir le débat du CNN là, sur ça aujourd'hui, sinon on a au moins pour la moitié de la journée. Je pense qu'il y a un manque de dialogue, il y a un manque de confiance, et le rapport gallois proposait effectivement de figer
l'ensemble de ces avantages pendant 5 ans pour donner confiance aux entrepreneurs. Alors justement, Jonathan, ce qui était intéressant, c'est que vous faisiez l'analogie avec le cœur de métier de Novapost, de votre entreprise, puisqu'il s'agit de numériser les fiches de paye d'entreprises traditionnelles. Christian Matorel, quand vous entendez ce que vient de dire Jonathan Benamou, notamment sur le volet salariat et réduction d'emplois, vous vous dites quoi? Pour vous, je sais que c'est très important de se poser avant tout la question de la finalité de la numérisation des entreprises. Et pour vous, forcément, ce n'est pas que des gains de compétitivité. Oui, alors déjà, je veux dire que je ne représente pas que la CGT à France Télécom ici, mais la CGT dans les activités postales et télécom. Comme ça, bah c'est encore mieux. Mon employeur, ce que je veux dire, c'est que nous, forcément, la CGT s'est exprimée. On ne partage pas du tout les termes du rapport Gallois, puisque, comment dire, la seule question qui est posée dedans, enfin, en tout cas, la question essentielle, c'est en effet la question du coût du travail. Nous, on considère que c'est un non-sens. En matière de production, donc, on considère... On est bien d'accord, c'est pas le sujet non plus, le rapport Gallois, mais on y pense tous, évidemment. Oui, mais je vais y venir parce que forcément, c'est aussi la contradiction. C'est qu'en matière de production, tout commence et finit par le travail. Donc pour nous, le travail, c'est d'abord un investissement. Et par contre, on pourrait parler du coût du capital, mais vous avez raison, peut-être c'est une autre question, encore que. Alors, par contre, dans le numérique, oui, encore une fois, mais la question, c'est que dès qu'on a une problématique, et dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, la variable d'ajustement, c'est l'emploi, et c'est ce qui vient d'être dit. Hein. Et donc, oui, nous, on pose la question, dans le numérique, de la finalité. C'est une question, le numérique est en train de se diffuser dans toute l'économie, c'est en train de se diffuser partout, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Est-ce que globalement, c'est une bonne chose pour vous? Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Bien sûr que c'est une bonne chose. Ce qu'il y a, c'est que toute révolution, pour nous, doit conduire au progrès social. Et là, la question, elle reste posée. Pour vous, cette révolution technologique, elle n'a même pas forcément un progrès social. C'est pour ça qu'on pose la question de la finalité. La finalité, c'est est-ce qu'on met ça au service de la réponse aux besoins des populations et des salariés, ou est-ce qu'on reste dans une stratégie financière? Et est-ce que les entreprises qui travaillent aujourd'hui, en tout cas les grands groupes, puisque la question, quand on veut parler de compétitivité, il faudrait s'occuper du tissu de PME, ce qui n'est toujours pas le cas. La question, c'est la stratégie, la finalité de la stratégie des grands groupes. Et pour nous, oui, aujourd'hui, on est au milieu, là. Qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Est-ce qu'on va encore... utiliser, dégrader les conditions de travail. Enfin voilà, il y a toute cette question-là qui est posée. Je sens que Guima Moumani s'impatiente. Non, c'est pas que je m'impatiente, je respecte tout à fait ce qui vient d'être dit, mais on est là au centre vraiment du problème français, quoi. Quand vous tenez ce discours, il ne faut pas s'étonner qu'au présidentiel, il n'y ait pas un seul candidat qui parle du numérique, puisque tout de suite, son problème, ça va être de dire « Ouh là là, je vais parler numérique, suppression d'emplois, et par conséquent, je ne vais pas être élu. » Or, c'est exactement l'inverse. À chaque révolution industrielle, vous avez des suppressions d'emplois à court terme, c'est exact, il ne faut pas le nier, mais vous avez une telle dynamique qui est créée que vous avez 10 fois, 100 fois plus d'emplois créés. Et ça répond à votre question. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision à plus long terme, c'est ça? Évidemment, et on revient encore à la phrase de M. Delevoye, évidemment, ce n'est pas à 4 ans notre problème, ce n'est pas à 5 ans, c'est beaucoup plus important. La France est en train de prendre du retard. Ça se voyait dans les graphes. Donc, il ne faut surtout pas se mettre en position de résistance, mais en position proactive, en tenant compte de ce que vous avez dit. Vous avez raison, la finalité, c'est quoi? Ok, mais il ne faut surtout pas bloquer ce développement. Patrick Ferraris, est-ce qu'on est forcément en situation de blocage en France? Est-ce que le problème, il est culturel, avant même d'être économique? Alors moi, j'ai 2 éléments de réponse par rapport à ça. Le premier élément de réponse, c'est qu'on n'a pas trouvé, nous, dans notre étude mondiale, de différence par pays. On pensait qu'on allait trouver des vraies différences par pays, des idées préconçues sur les États-Unis plus en avance que l'Europe. On ne les retrouve pas dans les chiffres, en tous les cas dans les chiffres des entreprises qu'on a regardées. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que les entreprises les plus matures digitalement sont aussi celles qui ont une appréhension sociale du phénomène. On ne peut pas se concentrer uniquement sur l'appréhension économique du phénomène. Le numérique n'est plus à côté de l'entreprise, il rentre dans l'entreprise, il la transforme en profondeur, et donc du coup, ce que je disais en conclusion, c'est que les employés sont au cœur du dispositif. Donc ou bien ils s'en emparent,
et on construit intelligemment un nouveau deal, et à ce moment-là, l'entreprise en profite et croît et devient plus profitable, ou bien les chocs et les choses s'affrontent et on est en situation de difficulté de cette transformation. Alors justement, le blocage, est-ce qu'il est au niveau des salariés ou d'abord au niveau du management? Christophe Cuvillier, vous représentez Unibail-Rodamco, qui est le premier groupe européen de centres commerciaux. Pour résister évidemment à la concurrence du e-commerce, vous avez dû vous mettre au numérique, mais est-ce que vous avez vraiment, ou est-ce que vous êtes vraiment en train de faire votre révolution numérique? Je voudrais juste réagir sur le chiffre, l'un des chiffres qui a été cité par le président Delevoye qui fait peur, quoi. 45% seulement, et loin derrière les autres pays développés, des Français considèrent que le numérique, alors la phrase est formulée de façon un peu amusante, mais a rendu l'usage de leur corps et de leur cerveau meilleur. Alors, mais 45%, c'est évidemment très peu. La question que je me pose, c'est les 55% restants. Ils ont répondu « ne sais pas » ou ils ont répondu « non ». Et selon la réponse qu'ils ont faite, c'est très différent. Est-ce que c'est un problème d'ignorance? Est-ce que les Français, en moyenne, sont moins férus, moins informés, moins au fait de ce qui se fait dans le monde numérique, ou est-ce qu'ils sont plus en résistance? Sans doute un peu des deux. Mais ça ne se travaille pas de la même façon. Ouais. Donc je suis stupéfait de voir à quel point, de façon indiscutable, le numérique crée de l'emploi, crée de la valeur, crée de la dynamique, crée de l'espoir. Parce que de l'emploi, c'est de l'espoir. Je veux dire, les entreprises qui se sont créées à droite, à gauche, beaucoup plus à l'extérieur qu'en France d'ailleurs, ont créé des dizaines de millions d'emplois. Qu'attend-on? Qu'attend-on pour envoyer les dirigeants des syndicats dans la Silicon Valley? Je ne sais même pas s'ils y ont été, sans doute oui, j'espère. Mais est-ce que c'est ne sait pas ou non? D'accord pour aller faire un voyage d'études dans la Silicon Valley, mais pourquoi pas? Non mais avez-vous été? Question simple, avez-vous été dans la Silicon Valley rencontrer des... Silicon Valley, non. Bon, alors je vous encourage à demander à votre syndicat ou à votre employeur d'aller dans la Silicon Valley, découvrir ce qui se passe. Ça n'empêche pas d'avoir une vision claire et d'avoir un avis tout à fait respectable. Non, mais je dis ça de façon un peu humoristique, mais il se trouve que ça m'a ouvert les yeux. Moi, j'étais à la FNAC avant, comme vous le savez sans doute, et j'avais emmené mon comité de direction dire, OK, on a pris de l'avance. Moi, je suis entré à la FNAC en 2000, sur la base de déclarations du président de PPR à l'époque, qui était « je vais faire la révolution numérique », c'est écrit là, « je vais la faire ». En 99, c'était un peu précurseur déjà, mais il dit « voilà, je vais investir 1 milliard de francs ». Et ben moi, j'étais dans une entreprise qui était le leader dans son secteur, mais qui était très traditionnelle par rapport au numérique, et j'ai décidé de quitter cette entreprise traditionnelle pour aller dans une entreprise qui, à l'époque, elle est confrontée à d'autres révolutions aujourd'hui, mais à l'époque était précurseur. Voilà, donc c'est un exemple d'emploi créé et de mobilité des salariés qui vont dans les entreprises innovantes, dans les entreprises qui vont de l'avant, qui regardent vers le futur et non vers le passé. C'est ce qu'on essaie de faire chez Unibail-Rodamco maintenant, c'est de dire malgré, parce qu'il y a des gens qui opposent le commerce physique et numérique, enfin je veux dire, après 11 ans ou 12 ans de FNAC, c'est vrai que je ne l'oppose plus, c'est l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre. Et les enseignes qui nous rejoignent, et on a une politique très très active d'attirer de nouvelles enseignes dans nos centres commerciaux pour créer de la dynamique, pour créer des opportunités, pour introduire des choses nouvelles, parce que les gens ont besoin de choses nouvelles, eh bien ce sont les enseignes qui sont le plus multicanales, qui réussissent le mieux dans les centres commerciaux, il n'y a pas de mystère. Mais très concrètement, comment est-ce que ça se passe? On numérise chez Unibail-Rodamco la relation client, mais est-ce que Unibail-Rodamco se numérise elle-même? Un peu après les autres, mais ça y est, c'est parti. Enfin, je suis arrivé, il n'y avait que des BlackBerry. Alors j'ai expliqué que pour prendre des photos des centres commerciaux et les envoyer à 10 personnes pour résoudre les problèmes qu'on voyait sur le champ, c'était difficile. Donc ça y est, on est complètement passé au smartphone maintenant. Je ne citerai pas la marque, elle est en face. Mais voilà, c'est une façon de révolutionner. Ça y est, maintenant, tout le monde a ses smartphones, tout le monde communique dans tous les sens. Un peu trop, il faut apprendre aux gens, mais c'est une façon tellement plus rapide. Et évidemment, on le voit, on a en fait fusionné 2 entreprises en 2007, c'était Unibail qui était une entreprise française, Rodamco qui était une entreprise hollandaise, et on est en train de terminer la mise à niveau de tous les systèmes d'information. C'est incroyable de voir à quel point les pays, on est présent dans 12 pays, les pays qui sont passés sur les systèmes d'information modernes, communicants, interactifs, sont plus rapides dans leurs décisions et sont plus rentables que ceux qui n'y sont pas passés. C'est visible tous les jours. Alors Jonathan, dans une seconde, mais quand même, Christophe, votre métier, c'est les mètres carrés. Vous êtes, votre entreprise, elle gère du concret. Quelle est l'ampleur de cette révolution numérique chez vous?
concrètement, en quoi ça transforme votre manière de travailler? Donc, dans le fonctionnement interne de l'entreprise, c'est la rapidité de communication. On a un président qui a écrit un bouquin qui s'appelle Plus vite. Alors, je peux vous dire que tous les jours, dans la boîte, on essaie d'aller plus vite avant que tout le reste aille plus vite. Nous, on va super vite. C'est incroyable, d'ailleurs, de voir à quel point cette information doit être communiquée immédiatement, parce que les décisions se prennent à l'instant. D'accord, on a le droit de réfléchir, il faut réfléchir vite, mais la rapidité de décision, la rapidité d'exécution, et c'est pour ça qu'on a été les premiers à introduire les Apple Store en France. C'est pour ça que sur 6 magasins Hollister en France, les 6 sont dans nos centres commerciaux. C'est parce qu'on va vite. On va vite dans la décision, on va vite dans l'exécution. Le monde va plus vite, il faut aller plus vite. Et les nouvelles technologies apprennent et permettent aux gens d'aller plus vite. Et puis c'est aussi la révolution numérique vis-à-vis de nos clients, puisque on a lancé pour chacun de nos centres maintenant des applications iPhone, qui permet, et Android, on est chez Google, donc smartphone, je devrais dire, qui permettent maintenant à chacun de nos clients d'avoir son centre commercial dans la poche et d'avoir des informations, bien sûr, de base sur les horaires d'ouverture, sur les nouvelles enseignes, sur les promotions, d'avoir des cartes de fidélité qui sont totalement dématérialisées là-dedans, d'avoir des vues de webcam sur le trafic pour accéder au centre, etc. etc. Donc et on n'en est qu'au début. On n'est pas que sur du numérique utilisé de façon, passez-moi l'expression, mais cosmétique. On est surtout sur un numérique qui vous permet de survivre. Ah, mais c'est pas une question de survie, c'est une question de se développer plus vite. Non, on a, grâce au ciel, une entreprise. Alors l'immobilier, il y a immobile dedans, mais comme je l'expliquais, on va plus vite et ça bouge à une vitesse incroyable. Non, les enseignes présentes dans nos centres ont des taux de croissance tout à fait positifs, largement supérieurs aux indices nationaux. Pourquoi? Justement parce qu'on accompagne leur croissance par de l'excitation permanente dans nos centres commerciaux, de l'innovation, des enseignes nouvelles, des outils nouveaux pour communiquer aux clients. En one-to-one, cette révolution numérique, pour nous, figurez-vous, c'est vraiment la première fois qu'on a l'occasion de parler directement à chacun de nos clients. Alors qu'avant, on passait à travers les enseignes ou à travers des belles campagnes d'affichage qui faisaient une sorte de campagne au napalm qui touchait tout le monde sans toucher personne. Jonathan Benamou, comment ça se passe, vous, quand vous allez voir un client pour numériser ses fiches de paye? Vous êtes amené à rencontrer peut-être des clients comme Christophe Cuvillier ici. Vous les encouragez à quoi? À faire cette transition, cette transformation numérique? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire en réalité? Déjà, Unibail ne dématérialise pas encore ses bulletins de salaire, donc pour accélérer, vous pourriez effectivement le faire. Non, je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit, et je vais rejoindre la question. Vous avez dit tout à l'heure que c'était potentiellement la faute des syndicats et des discours des syndicats, c'était leur faute, et que le numérique ne réussissait pas à rentrer dans l'entreprise à cause d'eux. Moi, j'ai une autre vision du phénomène. Et d'ailleurs, les syndicats aujourd'hui, je vais vous aider, sont potentiellement, dans la plupart des cas, nos meilleurs alliés. Ce qui ne va pas, c'est aujourd'hui, c'est la perception, c'est le décalage de perception entre les dirigeants d'entreprise et l'accès aux outils numériques de leurs collaborateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent le discours des dirigeants d'entreprise qui est le suivant. Je ne veux pas envoyer mes bulletins de salaire sous format électronique parce que mes ouvriers dans l'usine X ou Y, mes manufacturiers dans l'entrepôt X ou Y, n'ont pas accès à Internet. Et ça, c'est un discours que j'ai très souvent. Il y a un total décalage aujourd'hui, je ne sais plus l'étude du Credox, c'est 75% des Français sont équipés d'ordinateurs, 66% ont déjà acheté sur Internet. Et quand on regarde ça, et quand on passe au-delà de ça, et qu'on met en place la dématérialisation des bulletins de salaire dans une entreprise comme Accence, qui est une filiale de l'IFP, 1000 collaborateurs, 950 dans une usine à Salindre dans la Drôme, on a mis en place la démat, il n'y a pas un ouvrier qui a accès à un poste de travail dans l'usine, pas un ouvrier qui a un email, on a 75% de taux de dématérialisation. Ça veut dire que 75% des ouvriers ont accepté de recevoir leur bulletin de salaire. Et si je fais un sondage dans la salle ici, et que je demande qui reçoit sa facture EDF sous format électronique, je vais avoir 80% des gens qui ont levé la main. Si on peut le faire. Ouais, faisons un sondage. Qui reçoit aujourd'hui sa facture EDF sous format électronique? Qui reçoit aujourd'hui son relevé bancaire sous format électronique? Oula. Qui reçoit aujourd'hui sa facture télécom sous format électronique? Très bien, maintenant je vais vous poser la question, qui n'a pas levé la main? Voilà, vous voyez à quel point le numérique est rentré dans cette société, et arrêtons de croire que les gens qui sont effectivement... Alors, c'est ce que j'allais dire. On n'est peut-être pas le meilleur panel, le meilleur échantillon représentatif en même temps. Mais ok, je fais souvent ce genre de... Qui aime le numérique? On va revenir vers vous, Christophe, dans un instant. Mais alors, cet aspect de justement la dématérialisation vue par les salariés, qu'est-ce que vous en pensez, Christian Matorel? Alors, moi, je voudrais quand même qu'on règle un malentendu avant. Allez, allons-y. La CGT, ça fait 30 ans qu'elle revendique le développement de la fibre optique jusque chez l'abonné. 30 ans. On a, et quand le Vous étiez hyper précurseur il y a 30 ans. Une CGT qui, écoutez,
il y avait le CNET, et la fibre optique, elle était développée, elle était déjà dans les cartons. Le problème qui s'est passé, on peut regarder ce qui s'est réellement passé. Il y avait par exemple le développement du Minitel. Aujourd'hui, ça paraît désuet, mais le Minitel était révolutionnaire à son époque, et le Minitel a été mis à disposition gratuitement de la population, et ce qui a permis un certain développement déjà. On voit, est-ce qu'on est capable de faire ça aujourd'hui? Non, parce qu'aujourd'hui, il faut que ce soit rentable. La question n'était pas là, on ne posait pas la question avant de la même façon au moment du Minitel. Et nous, on posait déjà le développement de la fibre optique comme un facteur de croissance et de progrès social. Donc, je le redis, je suis... Donc vous n'êtes pas opposé à tout, c'est ça que vous voulez dire. On n'est pas opposé du tout au développement du numérique. La question qui est posée, enfin ça n'aurait pas de sens, y compris d'être pour le recul social, c'est la question qui est posée, c'est quelle utilisation on en fait. Et ce que vous dites, c'est parce qu'il y a des freins, on pourra en parler, hein, y compris l'utilisation du numérique dans les entreprises. Les centres d'appel, mais il n'y a pas que ça, les systèmes d'information, comment ils sont utilisés. Dans les centres d'appel, moi je vous le dis, dans les centres d'appel, notamment plus les centres d'appel sont externalisés, plus on est dans les temps modernes. C'est quand même la question. Vous voulez, on peut vous expliquer la temps moderne de Chaplin, vous voulez dire. Oui, de Chaplin. De Chaplin, hein. C'est les temps modernes, mais appliqués au mental. Ça se passe comment concrètement? Ça se passe quand vous avez quelqu'un, vous êtes en panne de téléphone ou vous avez un renseignement, vous pensez que vous avez quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit de l'autre côté. Est-ce que c'est un problème de numérique? Non, c'est un problème du numérique. C'est un problème dans toute l'industrie depuis tout temps. C'est pas parce que le numérique est... Non, c'est pas ça. C'est l'utilisation de l'outil. C'est l'utilisation de l'outil. C'est l'utilisation, mais c'est peut-être aussi la façon dont l'outil est parfois peut-être mal utilisé. Non, c'est pas ça. Trop bien utilisé. Il est très bien utilisé par rapport... Il est trop bien utilisé justement par rapport à la finalité que vous... Il est très bien utilisé par rapport à l'objectif qui lui est assigné. Aujourd'hui, dans des centres... Quand les relations entre les opérateurs, en fait, la concurrence se fait à la minute, et on doit être en capacité de mesurer combien de minutes par jour passe un opérateur de centre d'appel avec son client. J'allais dire, la course, c'est de passer d'avoir le plus de clients possible en y passant le moins de temps possible avec. Parce que le taylorisme, c'était pas la même chose. C'est-à-dire que oui, c'est le fondement. Oui, mais c'est le fondement de l'industrie. C'est pas le fondement du numérique. Oui, mais moi je parle des conditions de travail. Est-ce qu'on est en train d'inventer le taylorisme numérique? C'est ça la question. Je termine simplement sur les centres d'appel. Quelqu'un qui aujourd'hui, que vous pensez que derrière il maîtrise, il lit un script. Il a pas, dès qu'il en sort un petit peu, il a une pénalité. On a des centres d'appel où on est dans la maltraitance, où on a un quart d'heure par semaine pour aller aux toilettes, et tout ce qui dépasse, c'est dans le temps de travail. Non, mais ça vous fait rire, mais justement, je vous dis que la société... Avant le numérique, ils avaient plus de temps pour aller aux toilettes. Ah bien sûr. Ah, dans les usines, c'est connu. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Non, alors, je dis simplement qu'on est dans ce domaine-là. On est dans ce domaine-là. Je vais vous dire merci à Google. Et merci monsieur, parce qu'on est revenu dans la réalité là, c'est formidable. On a démarré sur vraiment la vision du numérique, et puis là, vous nous mettez dans la réalité. Voilà comment ça se passe en France. Voilà. Dès qu'on veut discuter des progrès du numérique, on arrive sur je ne sais quel contre-exemple. Aujourd'hui, grâce au numérique, on va sauver des emplois en France. On va conserver nos usines en France. On va améliorer la qualité du travail en France. Si vous voulez qu'on revienne à la mine, moi je veux bien qu'on revienne à la mine. Là-bas, il n'y avait pas de numérique, vous savez, dans les mines. Et pourtant, c'était pas terrible. Moi, je vous dis, mercredi, SFR va peut-être annoncer un plan social qui va concerner 1000 personnes. Alors, on peut sauver. Non, mais il y a Bouygues, il y a tous les opérateurs aujourd'hui, il faut dire ce qui est, sont en phase. Les emplois directs dans le domaine des télécoms, depuis la déréglementation, le solde est négatif. De 30 000 emplois, les emplois directs. Où ça ? Dans quel secteur ? Dans le secteur des télécoms, les emplois directs des secteurs des télécoms. Oui, mais alors dites pas qu'on est en train de sauver l'emploi. Non, mais je vous parle du numérique. Je vous parle du numérique. Attendez, 750 000 emplois créés dans les 15 dernières années. Oui. En même temps, Christian Matorel, vous dites que vous croyez encore au numérique et en ses bienfaits. Est-ce que je ne crois pas encore au numérique, je crois au numérique. Non, mais revenons. Les centres d'appel, c'est pas le sujet central de ce débat, mais est-ce que le numérique peut améliorer, on va dire, les conditions de travail dans les centres d'appel, pour prendre cet exemple-là? Dites-nous comment.
La question, parce qu'on est toujours dans le rapport au salarié et dans la finalité du travail. Et le numérique peut être un outil qui est utilisé pour améliorer les conditions de travail et créer de l'emploi. Et réduire le temps de travail, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous le dire, aujourd'hui, on nous dit l'arrivée de Free, comment dire, nous fait perdre des millions d'appels. On nous dit, pas les opérateurs nous disent, ça nous fait perdre des millions d'appels. Vous parlez de France Télécom, là? Non, oui, d'autres aussi. Tous les opérateurs qui sont confrontés, on nous dit, ça nous fait perdre des millions d'appels, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça veut dire qu'on a besoin de moins de monde. Et quand on regarde ces conditions de travail, on pourrait dire, on pourrait récupérer ces millions d'appels et le temps qu'on récupère pour améliorer et faire en sorte que les salariés qui passent très peu de temps avec les salariés, il suffit d'avoir affaire à quelqu'un dans un centre d'appel, on voit bien qu'il a la pression derrière pour passer le moins de temps possible avec vous. Et en fait, il a à traiter une complexité, c'est ça la question du numérique, une complexité aujourd'hui accrue, puisque les services, vous commercialisez des services, ils sont vendus aussi quelque part par téléphone, et on ne donne pas les moyens, y compris en formation, pas suffisamment, en formation aux salariés, pour pouvoir répondre convenablement aux clients. Et c'est la réalité. Et donc, oui, le numérique peut être utilisé pour améliorer les conditions de travail et la réponse aux besoins. Bon, on va aussi faire du taylorisme numérique autour de cette table, ou plutôt sur cette scène, parce que le temps passe très très vite. Il nous reste très exactement 8 minutes 39, je vois les secondes qui défilent. Alors, entre justement ce taylorisme digital et cette réindustrialisation par le numérique, qui a tort, qui a raison? Patrick Ferraris, aidez-nous à y voir plus clair. Alors moi, je pourrais prendre un angle qui est l'utilisation par les entreprises des médias sociaux. On voit aujourd'hui apparaître un vent de développement des entreprises, de l'utilisation de ces médias sociaux. Donc par exemple, vous avez des grands distributeurs qui aujourd'hui, à travers la France, à travers le monde, font partager et résoudre par leurs employés des questions concrètes de l'agencement du rayon et comment on met les produits en voilà. Donc voilà, donc ça c'est une réinvention du métier quotidien des gens dans les caisses, des gens dans les rayons. On voit ça, j'ai pris l'exemple de Nike tout à l'heure. Nike est en train de réinventer et le marketing en faisant rentrer les consommateurs. Donc vous interagissez aujourd'hui avec la marque pour choisir vos chaussures. Et puis derrière, le processus de fabrication est aussi complètement digitalisé. Donc les employés sont en train aussi de construire dans ces entreprises une nouvelle forme de collaboration avec le côté que vous évoquiez de l'accélération. Oui. Le temps réel est devenu aujourd'hui une contrainte et un phénomène majeur du digital. Christophe Cuvillier, à propos justement de l'utilisation des réseaux sociaux, alors, vous venez de lancer, vous êtes en train de lancer un nouveau centre commercial qui s'appelle SoWest, je crois, et vous mesurez l'attente des consommateurs grâce notamment à Facebook. Tout à fait. Je voudrais juste préciser, Jonathan, que je n'ai pas dit que c'était la faute des syndicats. J'ai dit qu'il y avait un problème global dans ce pays de conscience de ce que le numérique peut apporter, ce qui inclut les syndicats, nos gouvernants, les hommes politiques, les chefs d'entreprise. Tout ça, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez dans le bon sens, il y a des résistances. Et là où il faut accélérer, c'est qu'il faudra donner des limites. Quand on voit que pour changer quelque chose dans une entreprise, il faut souvent 1 an et demi, on pourrait se donner un délai de 6 mois par exemple, et dire au bout de 6 mois, il y a un arbitrage, mais au bout de 6 mois, on agit. Dans ce pays, on n'agit pas assez vite, et souvent il faut 1 an et demi, on se fait retoquer, etc. Ce qui fait pendant que d'autres créent des emplois, nous, on ne peut toujours pas les remplacer. Parce que je comprends votre préoccupation concernant les centres d'appel, mais les 1000 emplois que peut-être vont SFR va perdre, mais il faut les recréer ailleurs, et vite, parce que s'ils ne sont plus nécessaires là, ils sont certainement utiles ailleurs. Donc il faut qu'on aille vite, il faut qu'on transforme, qu'on ne nationalise pas les hauts fourneaux, mais qu'on crée des emplois dans le numérique. Christian Matorel va vous dire, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il devient? SoWest, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est un centre qu'on a ouvert à Levallois. Le jour de l'ouverture, on avait lancé en fait 1 mois et demi avant une page Facebook. Le jour de l'ouverture, on avait 55 000 fans. 55 000 fans, Levallois, il y a 120 000 habitants. Donc, je considère que c'est plutôt pas mal. Alors, il y a très peu d'employés. Ah bon. Très peu d'employés. On est 1500 au total pour une boîte qui pèse 27 milliards. Bon. Mais on travaille tous beaucoup, comme vous pouvez faire le calcul. Ça... Mais on va vite. Voilà. Non, en fait, on crée beaucoup d'emplois induits, puisqu'évidemment, il y a tous les emplois des enseignes, etc. Bon. Et puis, on a aussi des bureaux, donc on permet aux entreprises innovantes d'être logées chez nous. Voilà. Non, mais donc, les réseaux sociaux, c'est en pleine effervescence, évidemment. Je considère, et là, Jonathan, je vous rejoins, que ça ne va pas assez vite dans les entreprises. Il y a des résistances de la part des dirigeants, de la part des directions informatiques qui ont peur pour la sécurité.
qui ont peur pour la sécurité ou qui ont peur pour le temps de travail en disant si j'ouvre trop, les gens vont passer leur vie sur leur Facebook perso. Oui, mais bon, mais en attendant, ils font des trucs que nous, on ne sait pas faire. Et moi, je prends peur de voir à quel point les entreprises passent peu de temps à former leurs dirigeants et leurs employés en général, mais à former les gens à l'intérieur à l'usage des nouvelles technos. J'en prends peur parce qu'il faut du temps et on n'en a pas beaucoup. Allez, 5 minutes justement, il nous reste. Et avant de passer justement à une phase de questions-réponses avec vous, ici dans cette salle, et avec Benoît Tabaka qui est en train de compiler toutes les réactions sur Twitter, j'imagine qu'il y en a des centaines, évidemment. Hein, voilà ça. Il y en a. On va quand même terminer peut-être sur ce pari pour l'avenir et justement cette force de pédagogie, cette force de formation justement des salariés, de mise en relation du monde économique dit traditionnel et du monde économique numérique. Ça, c'est vous, Guy Mamoumani, c'est le but du Syntac. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous voyez des choses qui changent à l'horizon de 2013 ? D'abord, je voudrais revenir sur votre question sur les emplois. Quand vous avez, on avait fait cette étude dernièrement, et heureusement on va en faire d'autres, hein. On avait parlé de 750 000 emplois créés dans le numérique. Il ne s'agissait pas uniquement de ce que j'appellerais des numériciens, entre guillemets. Hein. Il y a beaucoup d'emplois induits. Pour chaque site web qui est créé, vous pouvez avoir 10% d'informaticiens et puis 90% de gens qui font du stockage, qui sont dans le commercial, le marketing. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même dans une démarche d'une vraie révolution industrielle. C'est la 3e révolution industrielle et qui va transformer l'ensemble, mais l'ensemble du pays. Alors, il y a le côté social et en effet, il faut tout à fait s'y investir. Mais moi, j'insiste beaucoup auprès de nos autorités parce que je pense que l'État a un rôle à jouer. Nous sommes en France et sur chacun des grands sujets, il y a quelque chose à faire d'un point de vue numérique. J'avais écrit d'ailleurs, j'avais fait une lettre ouverte aux candidats en leur disant « Écoutez, vous allez avoir des tas de problèmes pendant votre quinquennat et il y a une solution pour vous aider à les résoudre, c'est le numérique. La santé, avec la télémédecine, etc. L'éducation. La réindustrialisation, donc tous ces enjeux, même les enjeux de société comme la diversité, voilà, quand on parlait de social, voilà une industrie qui accueille tout le monde, sans aucune différence, à partir du moment simplement qu'il y ait de la bonne volonté, de la compétence, de la formation. Donc voilà un outil pour transformer complètement notre société. Et il y a du boulot parce que, comme vous le savez, 3,7%, c'est la part de la contribution d'Internet à l'économie française en 2010, selon McKinsey. Christian Matorel, je crois que vous vouliez justement revenir juste sur ce point. Nous, on partage qu'il faut aller plus vite. Hein. La question, elle est posée dans l'investissement aussi. Et là, on peut quand même dire qu'on est un petit peu en situation de sous-investissement, notamment dans les réseaux. Et s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de numérique. Sans réseau, pas de numérique. Au niveau européen, la France est au 3e rang de l'infrastructure en termes de réseau. Elle est au 25e rang en termes d'usage. Donc, bien entendu, c'est très bien qu'on ait des réseaux et il faut encore investir dans le haut débit, la 4G, etc. Mais si on a des autoroutes sur lesquelles on ne roule pas, eh bien, on n'obtient pas la transformation qu'on souhaite. Je suis d'accord, mais on a encore que les autoroutes et on n'a pas les nationales. Et c'est ça le problème. On a les autoroutes, on n'a pas les nationales. Donc il faut investir. Oui, mais c'est quand même... Non, mais c'est pas faux, ça. Il faut investir. Les usages, c'est quand même dans les foyers qu'on va les développer, les usages. Et les startups vont se développer si dans les foyers, on arrive à développer les... Et aujourd'hui, on est en situation de sous-investissement. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, on a un réseau qui tient à peu près la route. C'est parce qu'on a eu un opérateur historique, il faut quand même le dire, qui a investi... Non, mais c'était l'État, hein, qui a investi pour que ce réseau, aujourd'hui, il a besoin d'évoluer, ce réseau. Qui va investir dans ce réseau? La concurrence, aujourd'hui, elle freine l'investissement. Puisque aujourd'hui, on a des opérateurs qui disent « moi, je ne vais pas investir pour mon voisin parce qu'il va venir dessus et tout ». Donc, on a ce schéma aujourd'hui. Et nous, on pense qu'il faut, dans l'investissement, on est en passe de faire payer les collectivités territoriales, c'est-à-dire l'impôt. Hein. Alors que je le dis, alors qu'on a des OTT comme Google ou Facebook qui circulent et qui ne contribuent à rien du tout dans l'investissement des réseaux. Les opérateurs qui multiplient les milliards en dividendes, on regarde l'évolution des investissements, on regarde l'évolution des dividendes. Je veux dire, il n'y a pas photo.
Donc pour nous, il y a un vrai problème d'investissement. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sur la question. Et si on ne développe pas l'investissement dans la fibre optique aujourd'hui, le très haut débit, la 4G, si on ne va pas plus vite... on n'est pas les derniers non plus. Hein. On n'est pas les derniers. On n'est pas les derniers, mais on raisonne qu'en benchmark. Moi, je raisonne en besoin. Donc forcément, c'est comme la qualité aujourd'hui. La qualité, c'est pas en réel. Il faut faire aussi bien que le voisin. Ce qui est important, c'est le réel. C'est l'utilisateur. Est-ce qu'il considère qu'on est bon ou pas? Christian Matorel, merci. Peut-être dernière question pour vous, Guy. Est-ce que la solution vient uniquement des pouvoirs publics? Non, je ne pense pas du tout, mais enfin, je crois que tout ce qui a été parfaitement dit, que je partage complètement, ce sont des briques de la solution. En revanche, les pouvoirs publics, nous sommes en France, hein, et les pouvoirs publics ont un rôle particulier. Je vais vous donner un exemple. Moi, je pousse les pouvoirs publics dans la dématérialisation. Au hasard, si le gouvernement disait... Ça fait rire, Jonathan. Oui, bien sûr. Bah non, pas rire. Pourquoi je pose qu'il... Je l'invite à participer à ce lobbying. Si les pouvoirs publics disaient aux entreprises, eh bien écoutez, maintenant, je n'accepte plus de déclaration papier. Vous voyez? Voilà un acte fort que pourrait faire le gouvernement. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? Toutes les entreprises seraient forcées, contraintes, de rentrer massivement dans la dématérialisation. Et on aurait le même résultat que ce qu'on a eu pour les impôts, qui est un magnifique succès. Des travailleurs, du gouvernement, des entreprises, des citoyens. Et il faut dupliquer massivement tous ces sujets pour faire progresser le pays. Jonathan, très rapidement pour la réponse, et vous pouvez commencer à préparer vos questions dans la salle, puisqu'on va pouvoir enfin les prendre. Non, je finis simplement par une petite anecdote. En 2009, le Code du travail a été modifié et on y a intégré la dématérialisation des bulletins de salaire, qui est une de nos activités. Donc, normalement, les députés auraient dû communiquer auprès de toutes les administrations pour que ces administrations acceptent les bulletins de salaire. J'ai reçu la semaine dernière un mail d'une de nos clientes, entre guillemets, enfin, d'une de nos utilisatrices, qui nous disait que la mairie d'Issy-les-Moulineaux lui avait refusé la dématérialisation des bulletins de salaire. Il lui avait demandé de réimprimer tous ces documents. Voilà, donc on tourne un peu en rond puisque les administrations, enfin, les pouvoirs essaient de... Il faut continuer. Moi, alors, je suis très optimiste parce que c'est un travail à prendre en charge nous-mêmes. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le Syntec numérique dans notre commission pour travailler là-dessus et ne pas travailler tout seul. Voilà, un adhérent de plus. On organise des voyages autour de cette table, dans la Silicon Valley, on permet aux gens de se rencontrer. On fait du business, hein. On fait du business. Alors justement, on va favoriser les échanges aussi avec Benoît Tabaka. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux autour de ce hashtag Big Tent Paris? Hashtag d'ailleurs. Bonjour Benoît. On va vous entendre. C'est bon. Il se passe beaucoup de choses, hein, beaucoup de tweets, beaucoup de réactions, notamment aux propos aussi bien sur l'emploi, hein, sur la place de l'emploi dans le numérique, notamment sur la question des hauts fourneaux. Ce que vous disiez, Christophe Cuvillier, hein, en disant qu'il ne faut pas nationaliser les hauts fourneaux, mais il faut créer des emplois dans le numérique. Et donc une question toute bête, quid de la sidérurgie numérique? Question pratique, comment faire aujourd'hui pour que le numérique aide la sidérurgie? Alors, une question, encore une fois, de réindustrialisation, finalement, par le numérique. Voilà. On a parlé des mines au Chili. Est-ce que l'acier en France peut aussi en profiter? Patrick Ferraris. Mais je voulais justement reprendre cet exemple des mines au Chili. S'il y a une industrie auquel on ne pensait pas avec le numérique, c'est bien les mines. En l'occurrence, il y a une entreprise chilienne qui est en train de réinventer l'exploitation de la mine, avec un volet social extrêmement important, parce que la mine est quand même une industrie plutôt dangereuse. Et donc, ils sont en train de réinventer les conditions d'exploitation autour du numérique, parce que chacun des outils qu'ils utilisent est connecté. Voilà, donc une industrie dont on ne pensait pas qu'elle serait digitale, numérique, et qui est en train de le devenir. Est-ce que vous pourriez aller voir Arnaud Montebourg aujourd'hui, Guy Mamouani, en lui offrant une solution clé en main pour renumériser la sidérurgie française, ou numériser d'ailleurs tout court la sidérurgie française? On ne peut pas faire de miracle, je veux dire, il y a des solutions en tout cas pour toutes les industries. D'ailleurs, ce concept a été très bien traité par Henri Verdier, à qui je rends hommage en permanence, à ce concept de néo-industrialisation qui consiste à dire, au lieu de regarder juste comment sauver les entreprises à coup de milliards ou à coup de protection d'emploi ou de je ne sais quoi, vous feriez mieux de regarder ces problèmes sous l'angle de l'utilisation du numérique, de la transformation numérique. Et je suis sûr qu'il y a une solution pour aider, d'ailleurs Mittal doit certainement en utiliser, des solutions pour aider à conserver la sidérurgie. Écoutez, je ne peux pas vous citer plus une industrie qui était morte en France, qui est celle du prêt-à-porter. Eh bien, je connais quelqu'un qui s'appelle Smuggler,
Et d'ailleurs, Montebourg est allé le visiter il y a 15 jours, c'est intéressant, et je l'ai poussé à ça, je dois dire, parce qu'il a conservé une usine de fabrication de costumes à Limoges. Grâce à quoi? Eh bien, tout simplement, un site web où vous pouvez mettre vos mesures en ligne, et ensuite une chaîne logistique totalement numérisée. Et on a une usine sauvée à Limoges. Quand on est allé voir le Jabi, on n'a pas parlé de ça. On a cherché toutes les solutions de la Terre, personne n'est allé leur dire « Ah ben tiens, vous avez fait un site web pour faire du e-commerce dans le monde entier ?» Personne n'a évoqué ce genre de sujet. Et c'était trop tard. Évidemment. Alors on va faire un premier tour dans la salle avec vos questions éventuelles. Est-ce que vous avez une première question pour nos invités? Et surtout, est-ce que vous êtes armé d'un micro? Ou est-ce que vous préférez utiliser vos smartphones? Ah, madame, bonjour. Bonjour, je voudrais poser une question à tout le monde. C'est sur la dématérialisation. Par exemple, est-ce que ça ne pose pas le problème de fracture numérique? Est-ce que ça ne pose pas les problèmes de pouvoir d'achat? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne peuvent pas s'acheter Internet? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dans les campagnes reculées ou qui n'ont pas le haut débit? Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées qui ne savent pas utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation? Et comment vous faites, quelles sont les propositions que vous pourriez faire pour avancer, par exemple, sur la dématérialisation sans laisser de côté des millions de gens qui n'ont pas les moyens, par exemple, d'avoir accès à Internet, voilà. Merci beaucoup, madame. Est-ce que c'est justement pas là où il faut sortir la carte pouvoir public? Exactement. Peut-être Jonathan, parce qu'il est directement concerné. Oui. Je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir répondre. Il y a plusieurs réponses. La première, c'est que moi, je pense alors c'est une bonne question. Clairement, on peut pas. Alors déjà, on n'impose jamais la dématérialisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'obliger des collaborateurs à recevoir un bulletin de salaire, d'obliger des citoyens à payer leurs impôts sur Internet. Ça veut dire que c'est un choix individuel que vous proposez à chacun? C'est un choix individuel, donc chacun choisit. Et ce qui implique une chose qui est très importante, c'est que en fait, la dématérialisation n'est pas un projet technique, jamais. C'est toujours un projet de conduite du changement et au final de formation des collaborateurs et, si vous voulez, de sensibilisation au numérique. Donc nous, on en profite quand on lance des projets dans les entreprises pour sensibiliser ces collaborateurs au numérique et pas qu'à la dématérialisation, puisque la dématérialisation, c'est un usage concret et l'objectif, c'est bien évidemment de faire rentrer ce numérique dans les entreprises. Donc pour répondre, je pense qu'effectivement, il y a une conduite du changement à mener dans chaque projet de dématérialisation et l'État a un rôle à jouer sur ce. Ils l'ont fait avec les impôts. Aujourd'hui, il y a 53% des Français qui payent leurs impôts sur Internet. C'est quand même extraordinaire. Marjorie, une deuxième question derrière vous. Visiblement derrière moi. Derrière vous. Je me retourne. Bonjour. Oui, bonjour, Denis Marion, association Réussie, Usage et Internet. Vous étiez la seule personne à ne pas recevoir votre bulletin, Merci, justement, par Internet. Là, il y a une explication consumériste. J'estime que les fournisseurs et clients, il y a un deal qui se fait pas à l'identique entre patron et salarié. C'est une sorte de que choisir numérique. Je pense que quand EDF et les banques... par exemple, où GDF se font pas mal de profits sur ce que j'appelle des besoins intangibles, donc fixes. J'estime que quand on reçoit ou qu'on nous demande sous couvert de l'écologie, de la modernité, vous n'avez pas votre facture numérique, comment ça se fait, ceci, cela, je dis si, mais faites-moi un prix. Parce que je sais très bien que votre facture numérique, votre relevé numérique, il vous fait gagner énormément d'argent. D'autant plus qu'il n'y a plus de date de valeur. Et quand je fais un virement maintenant, il est tout de suite honoré maintenant. Donc, où est le gain de productivité pour les citoyens? Parce qu'on parlait, la dame en rouge parlait très bien tout à l'heure qu'il y avait effectivement les usages. Elisabeth Bargès qui était tout à l'heure. Voilà, très bien. Eh bien, les usages, il faut vraiment en parler avec des gens qui ont des usages de tous les jours. Alors, madame parlait effectivement de la fameuse fracture numérique. Alors, on en parle depuis des années et il paraît qu'elle n'existe plus puisqu'on est très équipé effectivement d'autoroutes, c'est vrai, et moins de vicinales, ce qui est vrai, parce qu'on connaît. Donc, juste deux chiffres. On va garder votre question parce qu'elle est intéressante. J'ai deux chiffres. En fait, j'ai pas de question. Non, mais, au moins, c'est clair. Si, il y avait une question quand même. J'ai deux chiffres qui me viennent à la tête pour le monsieur Galerie de Marchand, ça, je trouve ça génial. Christophe Cuvillier. 25% des acheteurs font un passage dans le magasin physique et vont commander par Internet.
Et c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est où le sujet, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, effectivement, vous avez peut-être résolu déjà le problème, tant mieux. Hein. Non, mais est-ce que vous y pouvez quelque chose? Ah non, mais c'est une observation, voilà. C'est pas une critique. Hein. Mais 75% des gens qui vont acheter en magasin vont sur Internet avant. On parlait des usages et je ne sais pas si on connaissait ce taux qui accélère ou Ce qui est très intéressant, 35% de gens n'utilisent jamais Internet. Voilà. Mais ce qui est très intéressant justement dans votre réflexion... Français, dans votre réflexion, et qui peut nous amener justement vers une conclusion, parce qu'il va falloir conclure à un moment donné ce débat, pour pouvoir en avoir d'autres sur cette scène, c'est justement cette équation, le numérique comme levier de compétitivité et gain de productivité pour les entreprises, mais aussi gain de productivité pour les citoyens, pour les consommateurs, pour les usagers. Comment est-ce qu'on résout cette question? Je pense qu'il faut arrêter d'opposer l'un et l'autre. Il faut arrêter de dire parce que tout le monde n'a pas accès à Internet, il ne faut pas qu'Internet se développe. Parce que 25% des gens vont en magasin et ensuite achètent sur Internet. Oui. Et vous savez quoi? Ça sera 30% demain. Et vous savez quoi? Ça sera sans doute c'est plus de 50% en billetterie. J'étais président de la FNAC. Plus de 50% des billets de spectacle sont aujourd'hui achetés sur Internet et dématérialisés. Et vous savez quoi? Le spectacle, c'est une des industries culturelles qui se porte le mieux. Donc moi, je dis qu'on peut avoir une combinaison du développement très rapide d'Internet et de la bonne santé d'un secteur, avec un taux de TVA très faible par ailleurs. Voilà. Donc l'un et l'autre ne doivent surtout pas être opposés. Je pense que ce débat qu'on a aujourd'hui ne peut avoir lieu qu'ici. C'est merveilleux. On est dans un pays merveilleux. Donc il faut que l'État, il faut que les pouvoirs publics accélèrent effectivement et mettent les chemins vicinaux en place pour que tout le monde ait accès à Internet. On a un des accès Internet les plus faibles en coût. Le prix est le plus faible en Europe, ou l'un des plus faibles en Europe, c'est pour ça que ça s'est développé, grâce à la concurrence et grâce au pouvoir public. Mais il faut aussi qu'on donne le permis de conduire, parce qu'une fois qu'on a les autoroutes, il faut avoir des voitures et le permis de conduire. D'accord? Et il faut former les gens, il faut diffuser et il faut arrêter d'opposer. Parce qu'il y a des problèmes dans les call centers, on ne doit pas se développer. Non, il faut régler le problème et se développer, et faire ça simultanément et pas séquentiellement, sans ça on est foutu. Allez, reste une minute, juste Guy Mamoumani, cette question quand même, la productivité, est-ce qu'elle ne devrait pas profiter aussi un petit peu aux consommateurs de temps en temps? Absolument, la réponse est oui. Je vais vous donner un exemple, c'est sur le monde de la santé, puisque voilà un exemple où aujourd'hui nous avons des tas de soucis, il faut construire de plus en plus d'hôpitaux, les déficits augmentent et la qualité se dégrade, etc. Eh bien, nous avons fait des études, nous avons sorti un livre blanc en montrant que sur un certain nombre de maladies, on peut conserver les malades chez eux. C'est ce qui signifie qu'on améliore le confort du malade. On arrive à mieux les soigner, donc on améliore les soins et on réduit les coûts, par exemple, sur 5 maladies de 2 milliards par an. Voilà ce qu'il faut faire dans notre pays. Et pour finir, je dirais, pour la réponse à votre question, elle est magnifique. C'est une révolution numérique, sinon rien. Voilà ce que je pense. Bien joué. Avant de nous quitter, Christian Materel pour un dernier mot. Je veux revenir 2 secondes sur le frein. Et je pense qu'il y en a d'autres qui s'occupent de freiner le développement du numérique à notre place. Et donc peut-être la solution. Dans quelques jours, mais il y a dans quelques jours 193 ministres des télécommunications qui vont se réunir à Dubaï, avec à l'ordre du jour, je vous le dis, un ordre du jour, entre autres, je dis simplement les 2 premiers ordres du jour, que les gouvernements restreignent et bloquent l'information qui est diffusée via Internet. Et deuxièmement, qu'un régime mondial de surveillance des communications par Internet soit mis sur pied, y compris l'obligation de s'identifier imposée à ceux qui envoient et renvoient des informations. On peut parler du développement et derrière aussi l'utiliser pour restreindre les libertés. Et on trouve ça tout à fait inadmissible. La Confédération internationale des syndicats est mobilisée sur cette question. Alors pour le coup, on va vous garder avec nous toute la journée, Christian Materel, parce que vous nous offrez une transition parfaite avec le second débat qui va avoir lieu ici sur cette scène. Ce sera après une courte pause, rassurez-vous. On va quand même vous laisser 15 petites minutes pour prendre un café et essayer d'absorber, ou plutôt de digérer tout ce qui s'est dit ici sur cette première heure de débat, puisque le prochain débat, c'est évidemment sur le sujet des data et des données, et donc également de leur protection. Oui, des datas alors nombreuses et de plusieurs sortes. On va voir qu'il ne faut pas les confondre. Comment faire pour garantir la sécurité des consommateurs tout en évitant de brider les services et de mettre des freins à cette révolution du numérique. On vous donne rendez-vous donc dans quelques minutes pour le 2e grand débat de ce Big Tent Paris 2012. Merci à tous et à tout de suite.